Et fais-toi confiance, c'était super ce que tu disais. Donc j'étais au fait dans le contexte policier, donc j'ai rencontré un collègue qui avait malheureusement lors d'une intervention vu une personne se suicider face à lui, et puis on a essayé vraiment plusieurs outils pour qu'il puisse se sortir ces images et cet impact au fait de ses pensées, voilà, qui le parasitait vraiment. Mm. Et puis, on a fait de l'EMDR. Et lors voilà, de cette session de MDR, à un moment donné, ce collègue me dit, mais au fait, il est là. Et j'étais un petit peu surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais, je comprends. Et puis on a laissé faire tout ce processus. Et à la lecture du livre, quelques semaines plus tard, à la lecture du livre de Brigitte Favre, tout comme toi, Ouais. j'ai vraiment relu et parcouru ce qu'elle nomme elle comme étant une IADC, donc un contact Et avec... t'as fait le lien entre ta séance, ton patient et ce que tu étais en train de C'est lire dans ça, son livre. Ouais. c'est ça, et du coup j'ai pris contact avec Bernadette Abligan, et puis c'est là qu'elle m'a dit que c'était voilà, un contact spontané, voilà, que Botkin a aussi, lui, expérimenté avant de mettre en place tout ce protocole très spécifique voilà, pour permettre voilà, cette expérience. Donc voilà comment j'ai découvert, puis ensuite je me suis formée, et puis je suis actuellement l'assistante de Virna. Oui, c'est ça. Juste un petit mot peut-être sur comment vous êtes rencontrés toutes les deux et dans quel cadre vous travaillez ensemble. Alors, on s'est rencontrés justement autour de cette formation parce que à l'époque, moi, j'étais assistante de la formatrice et Valérie était élève. Et puis, voilà, on a tout de suite compris qu'on avait vraiment beaucoup d'intérêts communs. Et ensuite, Valérie, elle a beaucoup pratiqué, et donc il y a eu des supervisions, beaucoup d'échanges, et puis moi je lui ai dit, mais bon voilà, il faut que, comme la formatrice arrêtait et que c'est moi qui devenais formatrice, moi il me faut aussi une assistante, et voilà, c'est toi que je veux avec moi. C'est super. Et donc maintenant voilà, elle est assistante parce qu'elle n'a pas encore le titre, mais elle a vraiment les mêmes compétences que moi pour former d'autres thérapeutes. Et vous faites un super binôme, hein, vraiment. On l'a tout. On adore. Ouais. On adore. Ça se ressent que vous le sentez toutes les deux, mais nous aussi en formation on l'a senti. Enfin, voilà, je fais une petite parenthèse, mais c'est important. Ouais, ça c'est une chance, on a vraiment une complémentarité, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est facile. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, en quoi ça consiste la thérapie SIAM IADC du coup? Alors, ça consiste en une thérapie qui est vraiment focalisée sur la prise en charge du deuil. Ça veut dire que on ne va pas tellement s'intéresser à toute l'histoire de la personne et son anamnèse. Alors, il y a deux façons de le proposer. Soit les personnes viennent vraiment pour ça et veulent aussi faire le protocole de Botkin. Donc là, on va commencer par 2 sessions sur 2 jours, et on peut prolonger quelques sessions. Donc là, la personne, elle vient avec vraiment une demande de travailler sur un deuil qui est bloqué, ou on peut dire aussi un deuil pathologique, en tout cas la personne n'arrive pas du tout à évoluer dans son processus. Mais on peut aussi le proposer aux patients qu'on a en thérapie, parce que des fois les personnes ne vont pas parler d'un deuil, et puis on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui bloque quand même dans le processus de la thérapie, et puis parfois on peut se rendre compte qu'en fait il y a un deuil qui ne nous en ont pas parlé, et puis qui n'est en fait pas du tout résolu. Et là, on peut proposer à un moment donné de faire comme une petite pause dans la thérapie pour cibler des séances et faire ce protocole de Botkin. Donc, le protocole, il est vraiment centré sur diminuer la douleur, la tristesse, donc l'aspect vraiment extrêmement focalisé sur la douleur du deuil. Et une fois cet allègement possible, c'est là qu'un contact avec la personne décédée peut se produire. Donc c'est pas garanti et c'est pas non plus le but de cette thérapie. C'est simplement que on va former et on va rendre attentifs les thérapeutes que ça peut arriver et que ce type de travail favorise
Et que si ça arrive, ben justement, pas qu'ils soient déroutés ou qu'ils ne savent pas comment faire, parce que on a aussi formé des thérapeutes à qui c'est comme Valérie, arrivé, ils faisaient de l'EMDR et puis c'est arrivé et ils ne savaient pas Et je comment l'ai faire. vécu aussi, moi, avant de venir vous voir. Ouais, C'est ça. Donc pour nous, c'est vraiment, voilà, sans avoir besoin d'y croire, d'être en lien avec l'invisible, c'est vraiment respecter l'expérience du patient et l'aider à développer et à vivre son expérience. Et Voilà. respecter ses croyances. Et bien sûr, voilà. respecter ses croyances, mais simplement, si le contact vient, il y a un tel apaisement qu'on va vraiment aider le thérapeute à accueillir ce phénomène, voire à le faire augmenter, parce que c'est sûr que les résultats qu'on a vus, les personnes qui ont ce contact, ça débloque vraiment le deuil. Ça ne résout pas tout, hein, ça ne va pas, bien sûr, enlever le manque complet, etc. Mais il y a vraiment un avant et un après. Au-delà du fait, après, de toutes les questions métaphysiques et l'ouverture que ça peut provoquer, mais point de vue du deuil, vraiment, s'il y a ce contact, il y a un grand apaisement du deuil. Oui, complètement. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? Peut-être dire qu'un des paramètres que j'ai trouvé très beau dans la SIAM, c'est que ça permet au patient de vivre lui-même l'expérience sans l'intermédiaire d'un tiers. En l'occurrence, comme Yana nommait tout à l'heure l'appel du médium qui vient lui parler pour donner le message. Là, il y a quelque chose qui permet au patient d'avoir lui-même l'expérience et donc du coup le ressenti qui va justement permettre quelque chose d'extrêmement beau, subjectif, et puis qui est une expérience finalement forte et extraordinaire. Complètement. Il y a déjà un petit avant-goût, je trouve, avec le MDR quand les patients revivent finalement ce trauma. Mais moi, c'est comme ça que je le dis, c'est que je trouve qu'ils sont à la fois spectateurs et acteurs de leur psyché. C'est ça. Voilà. Et déjà, je trouve que le MDR, c'est un vrai pas vers ça. Et la thérapie SIAM, c'est encore c'en est un supplémentaire. Tout à fait. Mais je dirais aussi que cette manière dont le protocole va vraiment aider la personne à aller jusqu'au bout de sa tristesse et de sa douleur, c'est aussi intéressant parce que parfois les gens, des fois, osent plus, ils ont tellement pleuré ou ils ont lassé leur entourage parce que au bout d'un moment, on leur dit, bon, mais quand même, là, ça fait 2 ans, 3 ans, tu devrais... Donc, ils n'osent plus, et même avec le thérapeute, ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Et cette technique, on va vraiment pousser pour que, nous on appelle ça vider les poches de tristesse, hein, de vraiment aller appuyer. C'est là que c'est un peu différent du protocole MDR, où nous on va vraiment les inviter à aller vraiment essorer toute cette tristesse à l'intérieur. Donc, au-delà de ce contact, il y a vraiment presque des fois une catharsis, on pourrait dire, de la tristesse et de la douleur qui apaise aussi beaucoup. Donc c'est aussi la spécificité, le fait de vraiment focaliser sur les émotions, sur plusieurs séances, c'est très aidant. Et justement, je l'ai vécu avec quelques séances de MDR avec un patient sur la question du deuil. Et j'ai fait du coup 2 séances en SIAM avec lui et... rien à voir. C'est ça. Rien à voir. Je ne vais pas rentrer en détail ici. Oui. J'en parlerai dans un autre épisode. Mais effectivement, c'est pour vraiment confirmer que Voilà. moi, je commence juste à pratiquer après m'être formée avec vous. Et vous avez des années d'expérience. Mais c'est tout à fait ça. Oui. On ne l'a peut-être pas précisé tout à l'heure assez quand même dans votre présentation. Vous êtes toutes les deux psychologues, psychothérapeutes. Ça ne veut pas du tout dire la même chose entre la France et la Suisse. Et du coup, moi, quand j'avais pris des renseignements sur ce sujet-là, en fait, j'ai envie de vous poser cette question-là parce que je trouve que c'est important de préciser le bagage. En fait, ce qu'on vous demande en Suisse pour être psychologue et psychothérapeute, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus lourd, si je me permets de dire ça comme ça. En Suisse, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots? Parce que à chaque fois qu'on parle de thérapies qui sont un petit peu nouvelles ou qu'on parle un peu d'invisible, je trouve que c'est important de montrer la légitimité aussi de votre parcours et le sérieux de votre parcours. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit peu quelques mots juste sur ces titres-là en Suisse, à quel point ça demande quand même beaucoup de formation et beaucoup de sérieux? Alors, ouais, c'est pas la France, mais disons que la différence, c'est que le psychologue, il a un titre universitaire et le psychothérapeute, il a fait des heures de supervision, de formation,
il a suivi une thérapie personnelle de tant d'heures et doit avoir terminé vraiment une formation en psychothérapie, que ce soit en psychanalyse, en comportemental, bon, donc il y a dans les champs, et donc qui en général sont minimum 4 ans. Et il est capable vraiment, avec un titre de psychothérapeute, de recevoir des personnes en ayant déjà aussi eu voilà, tout un background d'expérience. C'est pas juste qu'il sort de l'uni et voilà. Je sais pas trop en France comment exactement avec ces différences, mais en Suisse, c'est ça qui va distinguer. Et en plus, le psychothérapeute peut être remboursé en Suisse par l'assurance maladie de base maintenant. Exactement. Avant, c'était seulement les complémentaires, mais ça aussi, c'est une grande différence. Et donc, voilà, c'est... Et on est d'accord, c'est quoi? C'est à peu près 10 ans d'études entre les deux? Enfin, 10 ans de minimum? Après l'université, c'est en tout cas 6 ans. En général, c'est rare d'avoir son titre de psychothérapeute. Il faut au moins 6 ans post-université, je dirais. Donc, pour être psychologue, c'est combien de temps? C'est le même parcours que nous, pratiquement. Exactement. 5 ans. C'est à peu près ça. Et puis après, vous avez 6 ans derrière. Spécialisation de psychologue du travail, clinicien donc pour les tests. Mais vraiment, le psychothérapeute, disons que le cursus de psychothérapeute commence pratiquement après l'université chez nous. Ça ne commence pas pendant. Il n'y a pas de distinction. Donc 10-11 ans. Alors en total, oui. Oui, puis il faut prévaloir d'un certain nombre aussi d'heures de supervision sur son propre travail en tant que psychologue clinicien. Et puis, il y a aussi une demande d'avoir effectué tant d'années en hospitalier, hein, et puis en pratique. Enfin, il y a des cas à porter qu'on doit ensuite présenter à une commission. C'est très sérieux. Non, mais voilà, je voulais juste le préciser parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est bien, d'autant que ce soit peut-être des patients qui pourraient être intéressés par cette thérapie ou des psychologues comme nous. Je pense que c'est important de montrer voilà, le bagage universitaire et aussi de vos expériences professionnelles qui sont déjà finalement, quand on regarde entre un psychologue français et un psychologue psychothérapeute suisse, on ne commence pas à travailler au même moment quand même, donc c'est important. Et nous, on n'accepte pas des psychologues qui n'ont pas déjà au moins 5 ans de pratique pour la formation. On estime que cette formation SIAM, elle peut être vraiment arrivée dans un parcours professionnel une fois qu'on sait déjà prendre en charge un minimum les traumas. Normalement, c'est vraiment pour les thérapeutes qui sont déjà formés en EMDR. On fait quelques exceptions parce qu'il y a des psychothérapeutes qui ont beaucoup d'expérience quand même en traumatologie. Bon, en général, aujourd'hui, ils ont tous fait le EMDR, mais voilà, s'ils ont déjà des expériences dans le domaine du psychocorporel ou des états modifiés de conscience, on leur propose juste de faire 2 heures pour racoler un peu autour de l'EMDR, qu'ils sachent un peu ce que c'est, comment ça fonctionne, mais voilà, c'est pas aussi une formation SIAM qu'on peut faire en sortant de l'université et quand on n'a pas de pratique avec les patients. Non, mais c'est bien de le préciser. Ok. Du coup, la notion de deuil, voilà, si on fait un petit zoom, un petit focus, la notion de deuil, elle n'est pas toujours facile à définir. Et d'ailleurs, en formation, vous prenez le temps aussi pour nous, pour qu'on rediscute de ça ensemble. Pour que les personnes puissent bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur la notion de deuil, de processus de deuil, comme vous l'abordez dans la thérapie SIAM? Le deuil est une notion complexe en soi. D'ailleurs, tu le dis, tu parles de processus de deuil. J'ai envie de dire que finalement, est-ce vraiment un processus? On ne sait pas. C'est quelque chose qui effracte, qui est en lien clairement avec une notion de perte. Il y a plus, en même temps il y a encore. Enfin, donc on vogue dans des champs très subtils. Ce qui chapeaute tout ça, et comme l'a dit tout à l'heure Viana, c'est la notion de souffrance et de douleur. Parfois, il y a des deuils qui peuvent durer des années parce qu'ils n'ont pas été approchés d'une certaine manière, ou alors parce que ça me fait penser à une patiente qui a perdu sa fille. Elle dit, mais moi, je ne veux pas la laisser partir. Donc, il y a des choses encore qui sont en lien avec vraiment la notion d'attachement. Enfin, c'est très complexe, la notion de deuil. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on aborde à un moment donné la possibilité d'effectuer une SIAM,
on sait qu'il faut un minimum avoir déjà compris que la personne ne reviendra plus. Quand est-ce que ça vient, ça? Déjà, rien que ça, hein, il y a quelque chose d'une notion un peu irréelle pour certaines personnes de se dire elle ne reviendra pas. Donc, c'est vrai que il y a des critères très clairs pour proposer une SIAM, c'est déjà d'avoir vu que la personne avait compris que le défunt ne reviendra plus, ce qui peut paraître assez évident, mais qu'il ne l'est pas autant que ça. Donc je pense que quand on essaye déjà rien que de définir qu'est-ce qu'un deuil, qu'est-ce qu'un processus, alors on ouvre déjà quelque chose de très vaste. Donc je pense qu'il faut déjà prendre le temps de savoir dans quel contexte s'inscrit déjà cette mort, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment, et puis ensuite on va pouvoir voir comment en fait cette perte-là va s'inscrire dans la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle va appeler, qu'est-ce qu'elle ne permet pas. Donc je pense qu'il y a tout ce champ-là lié à la mort qui s'ouvre. Ouais, et puis bien sûr le deuil va être différent si c'est selon la façon dont la personne est décédée, hein, les morts violentes, les morts inattendues, les morts des enfants, c'est toujours des deuils bien sûr beaucoup plus compliqués et beaucoup plus longs. Donc bon, moi j'aime quand même bien la notion de processus parce que c'est un cheminement et ça fait passer vraiment des étapes très particulières qu'on ne va pas vivre dans d'autres moments de notre vie. Ça ressemble aux séparations quand la personne n'est pas décédée, hein, un deuil dans un couple qui se sépare. Enfin, il y a plein de formes de deuil, mais là, nous, on s'occupe quand même des deuils vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Et je pense que, voilà, moi j'aime cette notion de processus parce que c'est tout un cheminement et nous, on va intervenir à un moment donné, comme disait Valérie, pas tout au début, il faut quand même qu'il y ait déjà un bout. Et moi, je parlerais aussi en tout cas, quand c'est un deuil traumatique ou bloqué, c'est vraiment une énergie qui est bloquée. Et je trouve qu'il y a un processus presque énergétique dans faire repartir la personne dans son deuil, parce que des fois, ce qui va se passer dans des séances SIAM, c'est de la remettre dans le processus de son deuil, en fait. Donc, ça va pas le finir, ça va lui permettre de le continuer, parce qu'à un moment donné, ça va rester bloqué sur... alors, ça va sortir comme... la culpabilité ou c'est injuste, voilà, cet enfant ne devait pas mourir, mais voilà, c'est comme une porte, hein, et puis cette porte-là, elle n'arrive pas à s'ouvrir, et il y a une notion qu'il faut dépasser pour continuer le processus jusqu'à ce qu'il y a un moment donné, voilà, un peu comme le printemps revient après l'hiver, il y a un mouvement de vie qui peut repartir chez une personne et voilà, son intérêt peut repartir pour ce qu'elle aimait avant, pour les autres, pour la vie, pour je sais, voilà. Mais pour moi, le deuil, quand il est bloqué, c'est quelque chose où l'énergie est bloquée. Et la personne, un peu comme une forme de dépression, et tourne en rond et n'arrive plus à avancer dans la vie. Complètement. Et justement, est-ce que chacune, vous avez un petit exemple là peut-être d'une séance SIAM pour que les auditeurs, auditrices comprennent bien concrètement comment se déroule une séance pour qu'ils comprennent bien concrètement comment se déroule une séance, mais aussi peut-être voilà, ça va avoir un exemple concret d'une séance que vous avez vécue avec un patient. Peut-être que j'aimerais juste ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec Pardon, Virna. excuse-moi. Non, c'est rien. Je suis d'accord avec Virna sur le fait que le processus est une notion hyper importante. Par contre, peut-être que je nuancerais le fait que c'est pas le processus que je questionne, c'est plutôt ce phénomène souvent exposé d'étapes du deuil. C'est plutôt ça moi, que je questionne parce qu'une étape veut dire après qu'il y a une autre, alors que c'est pas si distinct que ça. Donc c'est plutôt des allers-retours, des fois on croit qu'il y a une étape justement et puis en fait elle se retraverse quand même sur un autre plan plus tard. C'est ça, alors que le phénomène de processus dit qu'il peut y avoir voilà, ces allers-retours, mais il y a quelque chose qui engage autre chose.
Et justement, on voit bien avec le ping-pong que vous êtes en train de faire toutes les deux, pardon, c'est une expression que j'aime bien, on voit bien que justement il n'y a pas une seule et même définition et que chacun l'apprivoise un petit peu selon son expérience et ses sensibilités aussi. Donc c'est bien d'avoir eu vos deux témoignages. Par rapport alors à un exemple. Bon, des exemples, il y en a plein, mais peut-être ce qui est important, c'est vraiment bon, ça c'est propre à toute thérapie, mais de comprendre où ça bloque pour chaque personne et ça peut vraiment bloquer à des endroits très différents. Donc déjà, je pense que c'est important de repérer qu'est-ce qui amène tellement de douleur pour la personne. Il y en a, c'est des images, comme ça, c'est des moments de la mort, mais d'autres, ça peut être vraiment sur le manque dans le quotidien de ce qu'on ne peut plus faire avec, ou même d'imaginer ce que la personne ne peut plus faire. Donc là, déjà, le point douloureux, il est à repérer pour voir où la personne a de la souffrance. Et puis souvent, c'est quand même aussi bon, s'il y a quelque chose après, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a compris ce qui s'est passé, par exemple dans le cas de mort violente, ou bien sûr les suicides, ça c'est encore toute une autre thématique. Est-ce qu'il l'a vraiment fait consciemment, ou est-ce que c'était un blackout, bon, toutes ces questions-là. Et en cela, je pense que moi je pensais voilà, c'est quand même cet exemple qui vient. Mais moi j'ai une patiente où son père est décédé dans un pays qui n'était pas la Suisse, qui était un pays du nord de l'Europe. Elle n'était pas là au moment et en fait on l'avait retrouvé mort chez lui après quelques jours et elle, sa douleur, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour lui. Est-ce que il avait agonisé? Est-ce qu'il s'était rendu compte? Il avait essayé d'appeler au secours. Enfin, elle était vraiment bloquée dans cette question-là. Et en fait, alors je ne sais jamais s'il faut dire par chance ou enfin voilà, parce qu'il y a toujours ce mystère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi avec certaines personnes il y a cette communication qui se met en place. Donc son père lui a apparu et puis en fait c'était très particulier parce qu'à un moment donné, comme souvent, donc la première image, elle l'a vu, il était souriant, plus jeune que d'habitude, il lui a dit qu'il allait bien, qu'il était bien. Et puis ensuite, elle est rentrée dans une transe. Alors ça, c'est pas du tout typique, mais elle est comme rentrée à l'intérieur d'elle. Et en fait, il lui a fait revivre la manière dont il était parti. En fait, donc c'était très particulier à accompagner. Je peux pas vous expliquer, c'est voilà, des fois des phénomènes un peu bizarres qui peuvent se passer, mais elle a vraiment senti la manière dont, à un moment donné, la respiration s'était arrêtée et comme une énergie qui était sortie du corps et quelque chose d'extrêmement apaisant. Et c'était, voilà, elle l'a, donc moi je ne mets pas de jugement, j'interprète pas, elle a vraiment eu l'impression qu'il lui avait montré en fait qu'il était parti en douceur et que vraiment il fallait qu'elle lâche cette question parce que c'était tout à fait ok. D'accord. Donc voilà une anecdote. Et ça passait par le fait de lui faire pratiquement ressentir des choses similaires. Voilà, donc parfois c'est justement ce terme de communication, c'est un petit peu ambigu parce que des fois les gens ils pensent que voilà, ils vont avoir un dialogue comme on peut avoir un dialogue aujourd'hui, mais parfois ça passe par des images, parfois ça passe par justement des sensations. Et c'est là où il ne faut pas paniquer et savoir accompagner parce que ça serait dommage d'interrompre ce processus. Et franchement, sur le moment, moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et c'est vraiment la patiente qui a vécu son processus et puis après qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Est-ce que, en tout cas, elle a vécu ça et elle était extrêmement reconnaissante parce que non seulement elle a eu sa réponse, qu'il n'avait pas souffert, que c'était ok, mais que peut-être la mort était un processus pas si violent et terrible comme en tout cas elle se l'imaginait. Donc ça c'était c'est un petit bonus ça aussi du coup. Ouais, bien sûr pour certaines personnes du coup. Et ouais. Alors peut-être moi je vais donner un exemple qui montre que ça peut être aussi différent que d'un contact ou voilà, de
fin entre en communication parler avec l'autre. Je vais peut-être donner un autre exemple qui peut aussi illustrer une autre manière d'établir une communication. Je me rappelle de cette patiente dont un de ses amours était décédé suite à un accident. Et elle souhaitait vraiment, ça faisait des années, mais c'était resté en suspens. Et elle a d'abord entendu une musique. Elle a entendu une musique. Et ensuite, elle s'est retrouvée au fait à voyager. Donc elle a comme volé. Et elle a vu au fait des paysages qu'elle a commencé à parcourir, avec différentes latitudes. Et puis le voyage, au fait, s'est terminé vers la tombe. Mhm. Et quand elle est revenue à elle, on peut dire ça parce que ça a duré un certain nombre de temps, ce voyage, qu'elle m'exposait Que tu accompagnais au fur et à mesure. Exactement. Eh bien, elle m'a dit, c'est incroyable, c'est incroyable, parce que cette musique était la musique, au fait, qui a accompagné l'enterrement, mais il m'a montré ensuite comment, grâce à cette musique, il a pu prendre de la hauteur et aller revisiter des endroits significatifs de sa vie dont elle n'avait pas conscience et qu'elle a su après qu'ils étaient importants. Donc elle a pu voir, grâce à lui, tous les endroits qu'il est allé revisiter suite à son décès pour revenir ensuite à la tombe où elle allait souvent. Et puis à la fin de ce voyage, de ce périple, un papillon s'était posé sur la tombe. Voilà. Et c'était un papillon qu'elle avait vu à un certain moment très significatif en lien avec leur histoire. Alors ça, c'est sûr, ça c'est un peu des pépites, et on aimerait bien que ça se passe chaque fois comme ça. Plus couramment, c'est souvent juste un contact, il y a une vision, une sensation, je sens qu'il est là, je me sens pris dans les bras, où je perçois qu'il va bien, où il y a un sourire, où il me dit qu'il va bien, que tout va bien. Ça, c'est plus souvent des choses assez furtives qui se passent. Alors pourquoi ça continue pas? Peut-être parce que des fois les personnes ont un peu peur quand même finalement, ou sont surprises, ou je ne sais pas, mais... De toute façon, chaque accompagnement est unique. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, enfin, moi j'aime bien le répéter parce que des fois après il y a des attentes et bien sûr. Il y a des choses extraordinaires comme ça qui peuvent se passer, puis des fois c'est moins extraordinaire, mais après l'impact sur le processus justement de deuil est tout aussi grand, mais c'est vrai que voilà, quand il y a vraiment un contact ou une communication plus longue, oui. C'est beau, vraiment. Oui, complètement. Et c'est bien, c'est important du coup d'apporter de la nuance. Mais juste du coup pour rebondir sur ton exemple, j'ai une patiente il n'y a pas longtemps justement sur ce type d'exercice. Il y a une scène intéressante, c'est que son papa qui était décédé, en fait, l'a emmené dans une pièce, elle ne savait pas trop où c'était, comme s'il était caché un peu dans un coin. Et du coup, elle a vu ce que lui voyait et elle a surpris, en fait, entre guillemets, dans ce moment qu'on vivait ensemble, sa belle-mère dans une pièce en train de parler à son papa décédé. Elle était extrêmement surprise de ça, elle ne savait pas qu'elle allait dans cette pièce, voilà. Et du coup, quelques temps après notre séance, elle lui a dit voilà ce qui s'est passé pendant mon temps avec Madame Savidan. Est-ce que tu vas dans cette pièce pour parler finalement à papa? Est-ce que tu lui parles dans cette pièce, etc. Et en fait, elle lui a avoué qu'elle allait effectivement se recueillir et penser à lui précisément dans cette pièce. Donc c'est intéressant en termes de voyage que voilà, j'avais juste envie de le partager aussi parce que je trouvais que c'était un beau moment, mais effectivement, il y a des temps très différents selon chaque accompagnement. Ouais. Moi, je me rappelle peut-être, j'ai aussi apporté, comme tu dis, une patiente qui avait vu qu'une couleur. Okay. Elle avait vu une couleur, au fait, pendant un certain nombre de temps, elle a vu une couleur significative et qui lui a amené un tel apaisement qu'elle ne pouvait que dire que c'était quelque chose qui était en lien avec la personne qui était décédée, en l'occurrence c'était sa mère. Donc voilà, et c'était magnifique. Donc je pense que c'est aussi fondamental de dire que, comme tu le dis si bien, chaque expérience est unique et va venir apporter à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là de son processus.
Complètement. On peut reprendre ça. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on peut avoir des attentes, nous, en tant qu'êtres humains, sur ces contacts pour être apaisés, mais au final, ben, il y a des, voilà, il y a des temps pour tout, il y a des moments pour tout, il y a des... Moi, je trouve que c'est vraiment, même si ça fait très peu de temps que je me suis formée avec vous, mais je trouve que c'est vraiment un outil thérapeutique assez incroyable, très aidant pour les patients. Mais c'est vrai qu'en France, du coup, pour l'instant, on n'a pas de formation. Vous vous formez en Suisse. Euh, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes et je le dis très ouvertement. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on est clairement en retard sur ces sujets. C'est vraiment pas un jugement, c'est vraiment un constat de dire que on est un petit peu frileux, on est un petit peu peur, on ne sait pas en fait dans quelle manière on peut accueillir l'invisible, même si les recherches scientifiques sur la conscience augmentent de plus en plus, qu'on a même des auteurs qui font des livres incroyables, etc. Mais ça va un petit peu doucement, moi je trouve quand même. Et j'ai la sensation, la perception qu'en Suisse, vous avez une plus grande ouverture, ou en tout cas que vous avez des pas d'avance par rapport à nous. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors moi j'ai un avis parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé ma carrière à Paris en fait. Donc et à l'époque, donc c'était il y a 25 ans, quand j'ai commencé à me former en hypnose, l'hypnose c'était vraiment un truc mystique. Donc je ne pouvais pas tellement parler, donc je suis d'ailleurs revenue en Suisse pour me former. Donc j'ai senti vraiment ces peurs et je crois qu'il y a toute une histoire quand même en France avec les sectes, pourtant on en a eu aussi en Suisse, et des drames. Donc moi j'ai vraiment senti beaucoup de résistance en France pendant des années. Ce que je trouve maintenant, c'est que ça s'ouvre aussi beaucoup. D'ailleurs, comme tu l'as dit, il y a des psychiatres maintenant qui parlent de ça. Il y a Christophe Fauré, Stéphane Alix. Bon, lui, il n'est pas psychiatre, il est journaliste, mais bon, il a quand même tout un bagage scientifique. Il documente ce dont il parle. Il y a Charbonnier, qui est maintenant médecin, qui fait aussi ses communications avec l'au-delà. Corinne Sombrin. Bon, Corinne Sombrin, elle est quand même pas trop. Enfin, oui, mais elle essaie de. Disons que je ne la mettrai pas dans la même catégorie parce qu'elle est quand même prudente avec le monde de l'invisible. Mais bon, en tout cas, les recherches qu'elle fait sur la conscience, ça c'est sûr. Et sur la transe, du coup, sont hyper intéressantes. Voilà, enfin bref, donc vous avez vraiment toute une clique de gens qui maintenant. Donc je pense que ça s'ouvre aussi. Mais c'est comme si le monde psy reste encore un peu frileux. C'est peut-être les thérapeutes transpersonnels, les médecins, certains psys qui commencent maintenant un peu aussi à faire des ponts entre la psychothérapie et puis la part spirituelle. Chez nous, ça fait bien longtemps que les ponts se créent. Nous, on a aussi beaucoup de traditions de guérisseurs, de rebouteux. Il y a des cantons, donc ce serait des régions, des départements chez vous, où il y a des concentrations de rebouteux, de guérisseurs. On a beaucoup ça en Bretagne. Moi, en France, je suis originaire de Bretagne et nous, donc, les Celtes, là-dessus, on est... c'est notre truc. Et par exemple, nous, on a les coupe-feux. C'est des personnes qui peuvent arrêter la brûlure, soit par des personnes qui sont brûlées, soit quand il y a de la radiothérapie. Et les services hospitaliers ont leur téléphone et proposent aux patients: est-ce que vous voulez qu'on contacte un coupe-feu quand ils arrivent aux urgences? Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire et ça fait quand même longtemps que ça fait, moi je pense à peu près 10-15 ans que ça existe déjà, ça en Suisse. Il y a une culture, il y a une tolérance et qu'on y croit ou pas, en tout cas, c'est pas vu comme forcément associé à des sectes. Je crois que c'est ça le problème. Sectes ou charlatans, exactement. Voilà, c'est pas associé à ça. Voilà, et comme c'est pas trop caché, de toute façon, ceux qui sont charlatans, on les détecte assez vite et puis ils tiennent pas sur le marché, donc il n'y a même pas besoin de les poursuivre en justice parce que de toute façon, ça fonctionne pas parce qu'il y en a d'autres très bons et ça se sait. Donc, moi, je suis contente de voir que ça s'ouvre en France, mais il y a encore, je pense, une résistance dans le milieu psy. Il y a quand même une grande tradition psychanalytique en France aussi, qui a encore beaucoup de pouvoir, je dirais, je ne sais pas si le mot est juste, d'influence, alors que peut-être chez nous, les courants
alternatifs ou autres que la psychanalyse, ça fait longtemps qu'ils sont aussi dans les institutions, plus longtemps qu'en France. Ne serait-ce que nous, les TCC, c'est très récent. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas que les TCC sont ouverts sur l'invisible, mais c'est juste la diversité Complètement, oui. qui est peut-être aussi en France depuis plus longtemps, donc en Suisse, pardon. Donc voilà, peut-être toutes ces choses font que ça s'ouvre. Après, je pense qu'au niveau des patients, moi je suis sûre qu'au niveau des personnes, si vous les questionnez en thérapie, que ce soit en France ou en Suisse, d'ailleurs Fauré, il parle beaucoup des personnes qui ont des contacts subjectifs spontanés avec... Et je crois que si tous les psys posaient plus de questions à leurs patients, ils verraient que, voilà... hors cadre théorique et croyance, beaucoup de personnes vivent des choses extraordinaires avec des expériences avec le monde des défunts ou autres, de conscience élargie. Donc c'est un peu dommage que voilà ça. Je pense que c'est l'histoire aussi de la psychiatrie. Ça veut dire qu'en psychiatrie, alors on pose des diagnostics et que tout ce qui sort du champ de la psychiatrie soit est rattaché à la question de la folie. On entend des voix, des hallucinations, on est vraiment dans le champ de la psychose. Et puis, c'est vrai que peut-être, c'est vrai, comme dit Virna, que nous, on a cet accès culturel à une forme de normalité d'avoir des personnes qui, tout à fait normales, utilisent des dons et puis qui sont reconnues comme telles. Et on n'est pas dans le champ de la folie. Donc il y a quelque chose autour de la psychologie intégrative de par notre culture suisse qui fait que l'accès ou le pont est déjà un peu plus facile. Est-ce que du coup vous avez un message peut-être pour les psychologues en France concernant la thérapie SIAM, s'il y en a qui nous écoutent? Alors, vraiment, rappelons qu'il n'y a pas besoin d'avoir ni des dons, ni une connexion avec l'invisible, ni des croyances spirituelles. Vraiment, c'est absolument pas nécessaire pour pratiquer la SIAM. Donc ça, c'est vraiment important. Je rappelle que Botkin a découvert complètement par hasard et a créé ce protocole à partir de ce que les patients ont amené. Donc c'est la clinique qui a amené à dire tiens, dans le cadre des deuils, il y a un phénomène qui se passe parfois où la personne a le sentiment d'avoir un message du défunt et quand ça se passe, le deuil se résout beaucoup mieux ou repart dans son processus. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est aider les thérapeutes, quand ça se passe, à l'accueillir, à l'accompagner et à respecter les croyances du patient. Après, si le thérapeute a une connexion, est ouvert, le patient aussi, et qu'il veut aller plus loin, ça, c'est pas de notre ressort. Nous, vraiment, ce qu'on enseigne, c'est voilà, comment on accueille ça, comment on l'observe et on aide le patient à l'intégrer dans sa vie. Et c'est tout. Donc vraiment, c'est un protocole d'abord dérivé et qui ressemble un peu à un protocole EMDR. C'est vraiment la continuité. C'est de la continuité. Donc voilà, il n'y a pas de... Nous, on respecte complètement les croyances. À force de pratiquer, évidemment, on a nos croyances, mais ça n'interfère pas du tout avec ce que pense et vit le patient. Comme dans un autre cadre thérapeutique, finalement, en dehors de l'EMDR et du SIAM, quand on a nos propres croyances en tant que personne, dans notre cadre thérapeutique, ça n'a pas forcément sa place. Et puis je crois que c'est vraiment un protocole qui fait une immense place à l'humilité. Oui, on est face à un mystère. C'est ça. Et on essaie de l'accueillir et de ne pas le psychologiser trop. Non, c'est une rencontre. Voilà, c'est un protocole qui permet un autre type de rencontre. Dans des états modifiés de conscience. Alors, ça, c'est encore une grande discussion parce que c'est pas ce qu'on va chercher. Et d'ailleurs, c'est un débat même en EMDR. Est-ce que les patients avec le mouvement oculaire ou quel que soit le mouvement bilatéral est dans un état modifié de conscience? Certainement un peu, mais c'est pas... Il
Il y a des techniques, par exemple, d'hypnose pour la communication. Par exemple, le Charbonnier, il fait cette... comment il appelle ça? La transcommunication? Ou je ne sais plus. Ça m'échappe là, mais lui, il a développé une technique pour contacter les défunts dans un état hypnotique. Donc ça, c'est tout un autre cheminement. D'ailleurs, c'est le but. Donc nous, c'est pas notre but, le contact. Ça se fait si ça doit se faire, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et ni on cherche à les mettre dans un état modifié de conscience. Mais par défaut ou à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et nous, on est juste là pour accueillir et favoriser ce qui va aider le patient. Mais voilà, c'est pas... la démarche, elle est, comme dit Valérie, très humble parce que on va assister à cette magie. Enfin, moi, j'appelle ça de la magie quand ça se passe et du mystère. Et c'est ce qui est beau dans la vie aussi. Donc, du coup, bientôt une formation à Paris alors? Avec plaisir. Si ça peut se faire, nous, on serait enchantés. On adore Paris en plus. Donc, oui, on va essayer d'organiser ça. Hein. Ça serait chouette. J'ai eu une pause, je ne sais plus du tout, j'en suis dans mes questions parce que je ne les ai pas fait dans l'ordre. Vous avez vu, je fais le ping-pong. Donc, juste, est-ce qu'on a du temps? On peut prendre 10 minutes encore. Ça va? Du coup, dans le podcast, j'aime bien les petits moments confidence. Voilà, j'aime la spontanéité. Est-ce que vous avez une petite confidence chacune, un moment un peu sympa à partager, comme ça, sur une expérience que vous avez pu vivre, peu importe, hein, que ce soit en Siam ou pas, quelque chose que vous avez envie de partager aujourd'hui dans le podcast. Voilà. Bon, moi, je vais partager quelque chose, peut-être en lien avec le monde de l'invisible. Je vais d'abord peut-être aussi, avant de parler d'une de mes dernières expériences un peu magiques comme ça, citer aussi Stéphane Alix qui, en 2017, m'a permis en tout cas de faire ce que j'appelle mon coming out spirituel. C'est-à-dire qu'il a dit que certains thérapeutes, psychologues, souvent accueillaient au sein de leur cabinet des expériences extraordinaires et que c'est le lieu pour ça, pour accueillir ce monde-là. Et il disait que ça pourrait être joli que ces psychologues nomment sur leur plaque, tu sais, hashtag j'accueille l'extraordinaire. Je trouve ça très beau. Et en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que je pense qu'il y a en même temps cet aspect-là de l'accueil, sans jugement, et puis en même temps sur potentiellement ce qu'on ne peut expliquer sans aucune croyance, aucune, hein, mais une terre d'accueil, voilà, pour ces expériences-là. Et je vais peut-être raconter quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a beaucoup touchée. J'étais allée en forêt faire une belle marche et j'aime beaucoup les oiseaux et en descendant comme ça de mon petit parcours au sein de cette belle forêt, j'ai eu une pensée assez émue pour une chouette. Je me dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à cet oiseau. Et la personne qui m'accompagnait, je dis ça, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un contact avec une chouette. Et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, il y a la chouette qui hurle. Et ça m'avait déjà beaucoup émue. Et on reprend la voiture et la nuit était tombée. Donc on était vraiment dans ce moment-là où la nuit s'invite. Et j'étais sur le siège passager dans la voiture et je tourne la tête. Et en fait, il y avait une chouette blanche sur un poteau comme ça et on croise nos regards. Et la chouette s'envole et elle repasse devant la voiture avant de s'en aller. C'est des rencontres que j'aime. C'est très très beau. Si je peux partager ça, ouais, c'était émouvant. Et oui. Comment t'appelles ça, toi? Tu mets un mot ou un nom sur ça? Tu parles d'une rencontre, tu parles de synchronicité, tu parles de quoi? Je dirais c'est. Ouais. Oui, mais c'est une synchronicité. Donc, je dis merci la vie. Ouais, c'est ça. Merci de partager avec nous en tout cas. Dieu m'a assez, mon amour des oiseaux. Ouais, mais c'est ce qui rend, voilà,
la vie magique et qui a cette part de mystère, même si on cherche. Moi, je lis beaucoup, j'écoute tout ce qui est en train de se mettre en place pour comprendre vraiment aussi cette question de qu'est-ce que c'est la conscience, hein, comment, d'où on vient, etc. Voilà, donc ça n'empêche pas de continuer à chercher, mais aussi d'accueillir juste simplement dans le vécu. Moi, l'expérience que je pourrais partager, c'est j'ai perdu mon papa cet été. Et alors, bon, il était âgé et donc c'était dans l'ordre des choses, comme on dit. Mais voilà, c'est quand même. Ben voilà, j'ai fait aussi un processus de deuil qui n'était pas douloureux au sens. Voilà, il était à la fin et je pense que c'était le bon moment et qu'il avait plus de souffrance sur Terre donc, que peut-être ailleurs. Donc je pense que j'étais tout à fait soulagée. Mais ce qui a été vraiment étonnant, c'est que on sait que, par exemple, les signes des papillons, souvent les patients ils me racontent, hein, souvent avec des animaux, des signes qui viennent par l'animal que chérissait le défunt dans sa vie, donc ils ont des rencontres. Bon. Et voilà, donc c'est des choses que j'enseigne aussi dans mes cours, disant voilà les signes, nanana. Et puis, du moment où mon papa est décédé, et ça a duré 2 semaines, j'ai été constamment accompagnée de papillons. Mais vraiment, c'était... d'ailleurs, une fois, on était ensemble, hein, et vraiment, il y en avait partout, tout le temps. J'allais jouer au tennis, il y en avait un qui venait sur le corps de tennis. Et en plus, des papillons vraiment d'une beauté incroyable. Parce que bon, j'aime beaucoup les papillons, donc je suis déjà attentif aux papillons. Donc, c'est pas que là, je cherchais les signes en général. Mais là, c'était... C'est vraiment inexpliqué. Je ne peux pas expliquer ça parce que c'était tous les jours, tout le temps. Et c'était, voilà, c'était la théorie qui s'invitait dans ma vie. Et c'était vraiment très touchant et j'ai vraiment senti sa présence, son accompagnement d'une façon très, très particulière. Donc voilà, c'était très touchant et j'ai vraiment rien cherché parce que voilà, comme je dis, c'était un peu dans l'ordre des choses, mais c'est venu à moi et puis ça m'a beaucoup émue. Oui, je comprends. C'est pas facile de mettre des mots quand on vit ce genre d'expérience, hein, des moments extraordinaires comme ça. Est-ce que pour terminer, vous avez envie de partager, comme vous voulez, ça peut être une philosophie de vie, ça peut être un mantra, un podcast, un livre, quelque chose que vous avez envie de partager, de recommander pour terminer l'épisode? Moi, j'ai vraiment envie de dire, surtout aux psychothérapeutes, d'aiguiser leur curiosité. Soyez curieux, posez vraiment des questions à vos patients. Essayez d'être curieux de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe. Et quand quelqu'un est en deuil, c'est vraiment... on dit qu'il y a 60% de personnes qui ont des contacts spontanés ou des signes. Je pense que sûrement c'est même plus, voire 80 dans les phases de deuil, mais voilà, c'est pas quelque chose que les gens osent encore forcément partager même avec leur thérapeute, où souvent ils ont partagé des choses vraiment très intimes. Donc je dirais vraiment, soyez curieux, intéressez-vous vraiment à ce qui se passe. C'est une période particulière de la vie. Et vraiment, moi j'aime beaucoup Stéphane Alix personnellement, comment il explique. À travers ce que j'aime beaucoup chez Stéphane Alix, c'est son honnêteté de parler de son expérience personnelle et de tout ce qu'il dit, il l'a vécu. Donc c'est pour ça que c'est un peu une référence et je pense que voilà, en l'écoutant, on peut que se poser les bonnes questions et avoir envie d'être dans cette quête. Donc voilà, moi ce que j'aurais envie de dire à mes collègues français, et venez à notre formation si on l'a fait, parce que c'est vraiment aussi un moment de partage, d'échange, et c'est toute une communauté en fait qui se crée de psychothérapeutes qui ont un pied dans cette ouverture.
sans dogme, sans croyance figée, juste voilà, une ouverture, un questionnement. Et oui. Et je crois que c'est ce que tu as vécu avec nous en Suisse, là. Tu étais surprise de voir tous ces psys qui, en fait... Ah bah pour moi, ça a été un énorme soulagement. Ouais, Voilà, c'était un énorme soulagement d'être avec des psys dans un cadre sérieux et de pouvoir travailler ces sujets si importants et avec une ouverture et la possibilité effectivement que chacune exprime ses croyances en respectant le cadre de chacune. Et non, pour moi, ça a été, voilà, il y a eu un avant, un après, donc c'était vraiment pas rien. Et juste avant qu'on passe à ton petit conseil, du coup, Valérie, je dis quand même que c'est important pour moi de le dire. Je vous trouve extrêmement, je sais pas si le mot est adapté, mais en tout cas, je vous trouve courageuse. Tu vois, quand tout à l'heure tu disais, bah, à l'époque, l'hypnose, voilà, c'était un peu caché, c'était pas, voilà. Bah, je trouve que la SIAM, c'est un peu pareil. Vous êtes précurseur en la matière et c'est pas simple de porter ça, c'est pas simple de le défendre et d'aller bah, du coup le proposer, notamment à des psychologues françaises, à des psychologues français. Donc vraiment, voilà, je sais pas si le mot courage, c'est le bon terme, mais en tout cas, bravo à toutes les deux. Voilà, je le dis comme ça, j'aurais pu le dire à la fin, mais ça me vient tout de suite, donc je le dis et je garde la spontanéité du moment. Peut-être ça me permet ce que tu dis de revenir à peut-être c'est pas un mantra, mais je crois que savoir garder une forme de posture d'enfant, c'est-à-dire d'être curieux, comme bien elle dit, mais avec cette spontanéité et ce regard intérieur dégagé de tout ce qu'on a pu aussi apprendre. C'est important d'apprendre et de cheminer, mais d'être dans cette posture voilà, de ce qui est. Et l'enfant est comme ça, voilà, c'est après qu'il va commencer voilà, à mettre des pièces de puzzle là où il y a les espaces ouverts. C'est peut-être pas du vide. Donc je dirais peut-être ça, avoir quelque chose d'une forme d'éveil, de curiosité, voilà, complètement, voilà, pas neutre, mais voilà, terre d'accueil, comme j'ai dit avant. Et ce que j'aimerais peut-être aussi rajouter, c'est de revenir au souffle. De revenir vraiment au souffle. Parce que le souffle, c'est vraiment ce qu'il y a dedans et dehors, et que ça passe par le corps. On est avant tout des humains, de chair et d'os. Et voilà, et revenir au souffle. Ouais. Ça peut être mon mantra, je crois. On respire pas très bien, quand même. Pourtant, c'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur Terre. Il faut passer du monde aquatique au monde aérien. Et puis c'est par là qu'on s'en va aussi. Bah ouais, c'est ça. Le dernier souffle. Complètement. Et entre deux, il faut respirer. C'est ça. Il faut respirer, il faut vivre les moments. Voilà. Il faut vivre aussi les choses qui se passent dans notre corps. Mais c'est vrai que je sais pas, moi j'en suis qu'au début de la thérapie SIAM, mais l'autre jour je me disais finalement, quand on est en thérapie et qu'on a un contact un peu subjectif avec notre enfant intérieur, quand une maman a un contact un peu subjectif avec son bébé in utero parce qu'elle lui parle sans forcément verbaliser, qu'on soit en thérapie et qu'on ait un contact avec un membre de notre famille ou de notre entourage qui est décédé, finalement à partir du moment où le processus thérapeutique est fait avec sérieux et qu'il est aidant, je pense que c'est ce qui compte. En tout cas, c'est un petit peu mon mantra à moi. Voilà. Merci à toutes les deux d'avoir pris ce temps pour qu'on vive ce moment ensemble, pour qu'on puisse le transmettre aussi au plus grand nombre. Vraiment, merci beaucoup. J'ai passé un super moment. Je vous laisse conclure si vous avez quelque chose à dire pour terminer. Merci de faire connaître, d'avoir pris le temps aussi de venir à Genève pour nous rencontrer et faire ce podcast. Et je te souhaite beaucoup de succès avec cette aventure que tu fais merveilleusement bien. Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on te retourne le fait que tu es aussi courage. Oui, de faire ces podcasts et de mettre là alors des mots sur ce qui parfois est tu. Merci. Ouais, merci beaucoup. On vous dit au revoir, chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en commentaire sur le compte Instagram Au Cœur de l'Invisible. On vous répondra avec plaisir. Et à très bientôt. Bonne journée.